Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition du 13h. Et au sommaire de ce vendredi, l'incendie d'une boulangerie de Lyon cachait-il une fraude à l'assurance? 2 associés viennent d'être incarcérés 5 mois après les faits. Ils auraient tout organisé. Une femme enceinte de 8 mois et sa fille de 4 ans avaient péri dans l'explosion. Sénégal-Algérie, le match a beau se jouer en Égypte, c'est une rencontre à haut risque pour les forces de l'ordre françaises. Des mesures préventives sont prises dans plusieurs villes. À Montbéliard, un couvre-feu pour les plus jeunes est même instauré. 2500 policiers mobilisés à Paris, nous dira Anne-Charlotte Inet sur les Champs-Élysées. Un nouveau week-end très chargé sur la route des vacances, un vendredi classé orange, un samedi rouge. Mais comment se forment les embouteillages? Le comportement des automobilistes est en cause, nous expliquera Anthony Joly. Dans votre 13h, accueillir le Tour de France, ça peut rapporter gros. Les villes se battent pour voir la grande boucle s'arrêter sur leur territoire. Le Gard s'apprête à recevoir les coureurs durant 3 jours. On vous emmène en coulisses. Et puis c'est une combinaison unique au monde, traitée comme un trésor archéologique. La tenue que Neil Armstrong portait sur la Lune il y a 50 ans vient d'être restaurée minutieusement avec des techniques identiques à celles utilisées sur les momies égyptiennes. Ce n'était probablement pas un accident. Début février, une femme enceinte de 8 mois et sa fille de 4 ans avaient péri dans l'incendie d'un immeuble à Lyon. La boulangerie, située au rez-de-chaussée, avait explosé. Mais rebondissement, les 2 associés de cette PME ont été arrêtés et écroués. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé ce départ de feu pour toucher le montant de l'assurance. Lou Kissiela avec Jean-Claude Martin. De la boulangerie, il ne reste que ses ruines. Et la colère des habitants du quartier. Mais c'est criminel, c'est inadmissible de faire ça. C'est de l'injustice, quoi. Et vraiment triste pour les familles qui habitaient là. Il y a 2 personnes qui ont perdu leur vie. Et la vie n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Selon le parquet, l'incendie aurait été organisé par les 2 associés de la boulangerie pour toucher les fonds de l'assurance. Le 9 février dernier, une explosion retentit dans les rues. Le feu part de la boulangerie au rez-de-chaussée et très vite gagne le reste de l'immeuble. L'incendie est particulièrement violent. Au 2e étage, une femme enceinte et sa fille de 4 ans se trouvent piégées. Elles périssent dans les flammes. Le père, lui, saute par la fenêtre sans pouvoir les secourir. Hier, les 2 co-gérants de la boulangerie ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils nient les faits qui leur sont reprochés. Par ailleurs, l'enquête a permis d'identifier un autre homme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a environ 50 ans. Ce serait lui le responsable du déclenchement de l'incendie. À ce jour, il est toujours en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Comment éviter les nombreux débordements qui ont accompagné la qualification de l'Algérie la semaine dernière en Coupe d'Afrique des Nations? À l'occasion de cette finale, ce soir, la compétition, de nombreuses villes multiplient des mesures de précaution. Montbéliard a par exemple instauré un couvre-feu dans plusieurs quartiers de la ville pour les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés. À Lyon, des voitures avaient été incendiées le week-end dernier et la municipalité met tout en place pour cette soirée à haut risque. Léa Kebdani. Objectif sécurité maximale à Lyon. Dès hier, les agents municipaux ont enlevé le mobilier urbain des rues de la ville. Le but, limiter toute dégradation lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce qui peut servir de projectile, on doit l'évacuer. Aujourd'hui, on enlève toutes les corbeilles de propreté, tout ce qui est barrières qui traînent dans les rues, des palettes. C'est un gros boulot? Ah oui, c'est un gros boulot, on y est depuis bonne heure ce matin. Dimanche dernier, après la victoire de l'Algérie, les pompiers avaient dû intervenir 147 fois dans la métropole. Essentiellement pour des incendies de voitures. 13 personnes avaient alors été interpellées par les forces de l'ordre. Pour la finale ce soir, ce sont 600 policiers qui seront mobilisés dans le département du Rhône, les 3/4 à Lyon. La circulation est également coupée sur plusieurs axes majeurs de la ville. Il n'y aura aucune tolérance pour aucun débordement, quel qu'il soit, en cas de jet de projectiles. Notamment vers les forces de l'ordre, ce qu'on a pu voir, mais vers les vitrines ou vers d'autres passants qui seraient aussi là, les personnes seront immédiatement arrêtées. Des mesures pour permettre le bon déroulement des festivités. Le message qu'on peut faire passer, c'est bien sûr un message de calme, parce qu'on sait les débordements ne sont pas le fruit des supporters, c'est le fruit d'un certain nombre de personnes extrêmes. La préfecture a également interdit la consommation d'alcool dans la rue et l'utilisation de feux d'artifice. Et à Paris, le quartier des Champs-Élysées sera particulièrement surveillé. Anne-Charlotte Inet, le préfet de police, annonce une mobilisation importante.
Oui, puisque 2500 policiers et quelques 300 pompiers seraient déployés aux abords et sur les Champs-Élysées ainsi qu'en région parisienne avec un triple objectif, protéger les commerces, les vitrines, interpeller les fauteurs de troubles et maintenir le flot de circulation puisque les Champs-Élysées resteront ouverts contrairement à ce qu'avait demandé la maire du 8e arrondissement de Paris. Pour cela, les forces de l'ordre pourront intervenir d'initiative, c'est-à-dire de manière autonome et mobile, notamment pour procéder à des interpellations avec un maître mot, la réactivité. Et ces forces de l'ordre, elles pourront s'appuyer sur un dispositif de vidéo-verbalisation qui avait déjà fait ses preuves le 14 juillet dernier, puisque selon le préfet de police, 202 personnes avaient ainsi été verbalisées, essentiellement pour des comportements dangereux en scooter ou en voiture. Merci beaucoup Anne-Charlotte Tinet depuis les Champs-Élysées. L'autopsie est formelle, les algues vertes ne sont pas à l'origine de la mort d'un jeune ostréiculteur la semaine dernière dans la baie de Morlaix. 2 associations environnementales avaient évoqué la piste d'une intoxication due au gaz toxique libéré par ces algues en décomposition. Des algues vertes qui restent un fléau pour la Bretagne, elles ont recouvert jusqu'à 1800 hectares l'année dernière. Seule solution pour s'en débarrasser, la collecte puis le traitement de ces déchets un peu particuliers. Et c'est l'usine de Launay-Lantic dans les Côtes-d'Armor qui s'en charge, un site submergé par la quantité importante d'algues à recycler. Jules Longchamp et Gabriel Camilla se sont rendus sur place. Une tête de mort pour signaler un danger toxique. L'accès à cette plage de Saint-Brieuc est interdit depuis le 25 juin. Trop d'algues vertes. Cette riveraine habite depuis 60 ans au bord de la mer. C'est la première fois qu'elle voit ça. C'est choquant, très choquant, très très choquant. Lorsque j'étais plus petite, il n'y en avait pas. C'est venu au cours des années, petit peu par petit peu. Et puis là, ça fait vraiment des années où, effectivement, il y a des algues, mais ils ne ferment pas comme ça, quoi. Dans la baie de Saint-Brieuc, 6 plages ont été fermées. Sur une des seules qui reste accessible, les pelleteuses se relaient pour ramasser les algues vertes qui s'échouent jour après jour. La marée verte n'a jamais été aussi massive. Alors les algues sont déposées là pendant un peu moins de 24 heures pour qu'elles perdent la moitié de leur volume en eau. Et ensuite, elles sont reprises dans des camions et ensuite emmenées à l'usine de traitement. Pour éviter qu'elles relâchent des gaz toxiques, les algues sont traitées dans cette usine. Ce camion vient livrer ce matin son chargement, 22 tonnes d'algues vertes. Cette semaine, on est parti pour avoir 3-4 camions par jour. Donc une centaine, entre 100 et 150 tonnes tous les jours. Des tonnes d'algues vertes immédiatement traitées. D'abord, mélangées à du bois pour permettre son aération et éviter qu'elles fermentent. Puis séchées dans des box où l'aération est permanente et la température maintenue à 60 degrés. 12 jours plus tard... Regardez comment la matière elle a changé. Donc elle est quand même relativement sèche. L'algue a disparu, le bois est tout sec, il n'y a aucun danger. Ce qu'il reste des algues vertes est ensuite entreposé à l'air libre. Des montagnes de résidus. Depuis le début de l'année, 8000 tonnes d'algues vertes ont été traitées, du jamais vu à cette période de l'année. L'usine a même dû fermer 2 semaines en juillet à cause de problèmes techniques. On a reçu des algues qui étaient de mauvaise qualité et qui ont créé beaucoup de jus et du coup on a eu des problèmes techniques. Si l'usine tourne maintenant à plein régime, les algues continuent toujours de proliférer sur le littoral. En juin, 500 hectares de la baie de Saint-Brieuc étaient concernés. 2 jours après sa démission du gouvernement, François de Rugy a retrouvé son immeuble tagué à Orvaux, près de Nantes. De Rugy escroc, on te fera payer, pouvait-on lire sur la façade. Le tout accompagné du sigle PCM, vous voyez, pour Parti communiste maoïste, une organisation qui a revendiqué cet acte. Pour l'ex-ministre de la Transition écologique, tous les habitants d'un immeuble se retrouvent les victimes d'une vindicte populaire. Fin de citation. Un budget dépassé de plus de 5 millions d'euros. L'Élysée a dû puiser dans sa réserve pour boucler l'année 2018. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport annuel de la Cour des comptes. Jeff Wittenberg, on vous retrouve devant le palais présidentiel. Comment expliquer ces dépenses supplémentaires, Jeff ? Eh bien, pour reprendre une formule d'un ancien locataire de ces lieux, Nicolas Sarkozy, si l'on a dépensé plus ici à l'Élysée l'an dernier, c'est que l'on a travaillé plus. On adapte en quelque sorte la formule et dans le détail, vous allez le voir, l'Élysée, les dépenses de l'Élysée ont atteint 108,88 millions d'euros. Or, la dotation annuelle pour l'Élysée est de 103 millions d'euros. Vous avez fait le calcul, plus de 5 millions, vous le disiez, ont été puisés dans les réserves. Alors, on explique à l'Élysée que ce qui coûte cher, et c'est d'ailleurs la Cour des comptes qui le confirme, ce sont d'abord les frais de personnel
personnel, il y a 816 agents qui travaillent pour l'Élysée, la masse salariale est importante et puis il y a aussi les déplacements. Le président Macron a voyagé moins en 2018 mais plus loin parfois, notamment en Nouvelle-Calédonie et avec des étapes. Et ce ne sont pas les recettes par exemple des produits dérivés, 27 000 € qui ont pu remplir les caisses de l'Élysée. On notera enfin que les dépenses liées à l'activité de Brigitte Macron, elles, sont stables, 280 000 €. Il faut savoir que la Première Dame reçoit près de 20 000 lettres au cours d'une année, ça fait plus de 54 lettres par jour. Il y a donc des gens qui sont censés y répondre parce que les auteurs des lettres attendent des réponses. Là, eh bien, ça mobilise des agents et donc du budget. Merci beaucoup, Jeff. Et côté budget, les élus locaux ont vite fait leur compte. Accueillir une étape du Tour de France, eh bien, c'est très rentable. Un investissement vite remboursé par les retombées touristiques. Montrer la beauté des paysages français, c'est vrai que c'est au-delà du sport, l'atout majeur du Tour de France. Cette année, le grand gagnant semble être le Gard. Le Gard qui va accueillir la caravane dès dimanche soir. Sur place, Claire Pin et Audrey Giraud. Pendant 3 jours, la grande boucle va devenir la boucle romaine. Dès dimanche soir, Nîmes accueillera les coureurs. 5 ans que le Tour de France n'y avait pas fait ne serait-ce qu'un passage. Alors être désigné ville-étape réjouit habitants et commerçants. Ça permet de faire connaître la ville à travers l'Europe. Il y a beaucoup d'animations qui sont prévues, les magasins ont fait de la pub, les restaurants, tout le monde, ça va être très dynamique. Les gens auront envie de découvrir la ville de Nîmes, les arènes, la Maison Carrée, notre belle ville. C'est dans le cadre pittoresque des arènes de Nîmes. De 1903 à 1953, le Tour de France passait quasiment chaque année par le Gard. Puis au fil des décennies, décrocher sa place sur le circuit est devenu une épreuve à part entière. Nîmes a dû débourser 250 000 € et apporter aux organisateurs des garanties au niveau du parc hôtelier et de la largeur des routes. Mais l'investissement est rentable. On sait que les retombées économiques sont très importantes. Lorsque 1 € est investi pour accueillir le Tour de France, cela représente le double, voire le triple de cette dépense qui revient sur le territoire. Nîmes, ville de départ et d'arrivée pour l'étape de mardi, n'est pas la seule gagnante. Le peloton traversera une vingtaine de communes gardoises. Le département a investi 300 000 € et soutenu notamment la candidature du Pont du Gard. Pour la première fois dans l'histoire du Tour, les coureurs passeront à 2 reprises sur l'aqueduc vieux de 2000 ans et large de 3 à 5 mètres à peine. Veiller à la sécurité de tous tout en préservant l'intégrité du site, un défi qui a demandé des mois de travail. Il faut que cette caravane puisse passer dans de bonnes conditions sans endommager l'ouvrage. Donc on a dû faire des études et ces études ont été concluantes. L'organisateur a validé notre candidature et aujourd'hui ce qui est fantastique c'est que c'est la rencontre d'un monument du patrimoine mondial de l'humanité et d'un monument du sport français. 20 à 30 000 spectateurs sont attendus au Pont du Gard mercredi. C'est 3 fois plus qu'une journée d'été ordinaire. Le Tour de France offre une vitrine très convoitée et les heures d'antenne retransmises dans 190 pays promettent encore de belles retombées touristiques l'été prochain. Il y a un mois, c'était un terrible orage de grêle qui s'abattait sur plusieurs départements et particulièrement sur la Drôme. Un épisode dont les stigmates sont encore très nombreux. Au moins 50 000 déclarations de sinistres ont été déposées aux assureurs et des milliers de véhicules, de toitures attendent encore d'être expertisés avant d'être réparés, mais uniquement quand c'est possible. À Romans-sur-Isère, Olivier Martin et Philippe Évêque. On ne compte plus sur ce parking les véhicules criblés d'impacts et les pare-brises éclatés. Les personnes ne peuvent plus rouler, les vitres latérales sont explosées, même les pare-brises, les lunettes arrière, bien sûr, les custodes. Et selon cet expert automobile, il en arrive chaque jour davantage. Il y a 60% qui vont malheureusement partir à la casse. Il y a un mois, la grêle frappe le département de la Drôme et Romans-sur-Isère est considéré comme l'épicentre du phénomène. Depuis, 50 000 déclarations de sinistres ont été recensées. Cet entrepôt a été spécialement aménagé pour accueillir les victimes de la grêle. Et en moyenne, chaque semaine, jusqu'à 600 personnes viennent faire évaluer les dommages subis par leur véhicule. Donc là, le véhicule, pour moi, il est économiquement irréparable. Chaque voiture est scrutée par des experts mandatés par les compagnies d'assurance. La carrosserie de celle-ci, par exemple, est jugée irréparable. Mais la voiture peut encore rouler et sa propriétaire repartira aujourd'hui sans estimation précise. J'espère quand même que ça va couvrir au moins les frais de bris de glace que j'ai ici. Les véhicules les moins touchés sont d'ores et déjà réparés. Mais pour la plupart des sinistrés, les délais vont être extrêmement longs. On est sur des calendriers en termes de prise de rendez-vous qui sont calés en fin d'année, début d'année prochaine. À Romans-sur-Isère, les artisans couvreurs eux aussi sont très sollicités.
Nicolas Robin mène de front 150 chantiers pour réparer les toitures endommagées, du jamais vu en termes d'activité. Toutes les tuiles sont cassées, presque toutes les tuiles. Donc du coup, là, il n'y a rien de récupérable. Donc on change, on met tout à la benne. Il s'agit avant tout de protéger les toitures en les bâchant. Une mesure conservatoire, car il est impossible d'engager les travaux tant que les devis n'ont pas été validés par les assurances. C'est le cas pour ce propriétaire. C'est vrai que je commence à trouver le temps long, quoi. Et puis là, le mois d'août va arriver, donc je me doute bien que rien ne bougera avant septembre. Les assureurs de la région croulent sous les demandes d'indemnisation, une centaine pour celui-ci. Des dossiers parfois longs à traiter, tant les experts chargés d'évaluer les dégâts sont débordés. Les experts ont mis en place des systèmes pour expertiser plus vite, mais il faut quand même rentrer les rapports, il faut quand même consulter les clients par rapport aux valeurs des véhicules. Donc tout ça, ça demande effectivement beaucoup de temps. Et les réparateurs, c'est pareil. Des experts continuent de sillonner le département. Certains auraient même prévu de rester dans la Drôme jusqu'en septembre pour répondre aux nombreuses sollicitations. Et la grêle également dévastatrice pour les cultures et notamment pour les pieds de lentilles. 30% de pertes en moyenne l'année dernière à cause des orages. D'où cette innovation réalisée entre une coopérative d'agriculteurs et l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Semer en même temps des lentilles et du blé. Résultat, eh bien, la légumineuse est protégée par la céréale. Alors comment ça fonctionne? On va aller à Montfort dans le Gers, de la fourche à la fourchette, un reportage de Nabila Tabouri et Sarah Lerche. À première vue, un champ de céréales, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En réalité, une expérience agricole unique en France, marier la lentille au blé. Des lentilles, ici dans le Gers, on en cultive 2000 tonnes par an, essentiellement bio. C'est le temps des moissons. Franck Saint-Martin passe ses journées dans sa moissonneuse-batteuse. Et contrairement à l'an dernier où je n'ai rien ramassé, je devrais avoir une récolte plus que correcte et agréable. La lentille, une plante particulièrement fragile. De fortes pluies ou de la grêle et toute la récolte est perdue. Ce coup dur, Franck Saint-Martin l'a vécu l'an dernier. Suite à cette grêle, la lentille s'est plaquée au sol, s'est égrenée et ce qui restait sur la plante n'a pas pu être récolté parce qu'ensuite les mauvaises herbes sont passées dessus. On a perdu 100% de la récolte. C'est dur ça? Financièrement, oui. Très dur. Il aurait pu abandonner cette culture. Mais avec une trentaine d'autres agriculteurs bio, Franck Saint-Martin a accepté de participer à l'expérimentation menée par cet ingénieur agricole, sauver la lentille grâce au blé. La lentille va juste se reposer en fait sur les brins de blé, va un peu s'agripper, mais c'est plutôt, on va dire, un tuteur passif. Et la grande différence, c'est que la lentille pure, si elle n'a pas de tuteur, si elle n'a aucun brin de paille à proximité, dès qu'on va avoir des vents violents ou des orages, elle va se plaquer au sol. Et à partir de là, on peut avoir, s'il y a trop d'humidité, des maladies. Et surtout, ça va être très compliqué à la récolter, voire impossible. Autre avantage, les lentilles enrichissent les sols en azote. Un moyen de lutter contre l'appauvrissement de la terre et utiliser moins d'engrais. Ça fait très plaisir de voir de belles graines, un beau calibre. On devrait avoir une bonne campagne et quand on a une bonne campagne, une bonne récolte, on a tout le reste qui suit avec. Donc moins stressé que l'an dernier. Ah oui. On dort mieux. Dans la moissonneuse, blé et lentilles sont récoltés ensemble. Direction la coopérative. Cette année, les rendements sont importants. Près de 400 tonnes passeront par là. Lionel Sartori veille sur la station de triage. Lentilles et blé vont subir plusieurs phases de nettoyage. Première étape, retirer les grosses impuretés. En bio, on peut monter jusqu'à 30-35% d'impureté. Alors en bio, parce que déjà, donc, on n'a pas de désherbant, donc c'est que du désherbage manuel. Donc déjà, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Lentilles et blé sont ensuite séparés. De la lentille en abondance et un blé plus nutritif grâce à l'azote dégagé par la légumineuse. De cette association, une idée a germé, faire des pâtes aux lentilles. La recette est toute simple. 2 tiers de blé, 1 tiers de farine de lentilles et de l'eau. Il n'y a ni d'additifs, ni quoi que ce soit dedans. On fait vraiment des produits sains. Avant d'être réduites en farine, les lentilles ont germé. Une technique qui donne aux pâtes de nombreuses qualités nutritionnelles. Donc ça veut dire plus de protéines,
plus de vitamines. Ça va être aussi beaucoup plus digeste. Ce nouveau produit, présent dans les rayons depuis seulement quelques semaines, plaît-il aux consommateurs? Allez, c'est parti. Vous voulez goûter? Dégustation dans ce supermarché à une centaine de kilomètres des champs de lentilles. Les pâtes au blé classiques n'ont pas de goût, quoi. Donc là, ça a un goût. J'aime beaucoup la texture. Elle est à la fois ferme et fondante. Ce qui plaît à nos clients, c'est le fait que ce soit local, parce que de plus en plus, les gens essayent de consommer autrement, de voir ce qu'ils pourraient faire pour diversifier leur alimentation, des fois pour diminuer le budget aussi, parce que les protéines animales coûtent cher. La recette semble séduire. Une nouvelle preuve qu'en prenant soin de la terre, on peut aussi innover dans l'assiette. Vos vacances, et ce sera le premier réflexe de nombreux estivants, une fois arrivés sur leur lieu de villégiature, se jeter à l'eau pour se rafraîchir. Mais attention au risque de noyade. Plusieurs décès ont encore été enregistrés le week-end dernier. Des accidents qui pourraient être en partie évités. Un adulte sur 5 déclare ne pas savoir nager en France. Alors des cours leur sont proposés et ils rencontrent, vous allez le voir, un certain succès. Exemple en Ille-et-Vilaine, Radija Adarezig et Guillaume Beaufils. Se jeter à l'eau. C'est un risque que Marcel Roquefort ne prenait pas il y a encore quelques mois. À 68 ans, il est en train d'apprendre à nager, comme tous les adultes qui suivent ce cours d'initiation. La tête dans l'eau, c'est pas facile. C'est la respiration, je peux dire. Prends 2 secondes pour souffler. T'as fait déjà un aller-retour. Prends 2 secondes pour souffler et repars calmement. Léonie, l'épouse de Marcel Roquefort, participe aussi à la séance. Elle avait la phobie de l'eau. Impossible de se baigner. Je me suis dit, je vais jamais y arriver à mon âge déjà. Et puis le fait de trembler, d'aller plus loin, de ne pas sentir le fond, je me suis dit, mais je vais me noyer, je ne vais jamais y arriver, quoi. Et puis si. Il faut qu'on passe du temps à répéter, à leur remontrer. Vraiment, gros problème de confiance chez les adultes. Ils ont peur d'être nuls, de ne pas réussir, d'avoir jamais nagé. Mais au final, ça marche. Pour le couple de retraités, ne pas savoir nager était devenu un réel handicap, et particulièrement pendant les vacances avec les petits-enfants. Ils savent nager, et nous on allait plus ou moins sur le bord, et on s'est dit s'il arrive quelque chose, on est mal. Donc on a appris à nager, maintenant on peut aller à la mer. Les demandes d'inscription sont en forte croissance, les cours pour adultes refusent du monde. Les motivations des apprentis nageurs sont variées. Il se trouve que j'ai un mal de dos, donc on m'a conseillé que la piscine... ça serait soulagé, surtout la nage sur le dos. On est une génération qu'on n'a pas appris à nager. Il n'y avait pas de piscine. Et selon la maître nageuse, les adultes apprennent à nager pour eux, mais pas seulement. C'est d'abord important que les parents soient à l'aise dans l'eau pour éviter de transmettre la peur de l'eau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est important que les gens sachent nager parce que c'est sauver des vies. Après 6 mois de cours de natation, 15 séances, le groupe a apprivoisé le petit bain. L'an dernier, les noyades ont fait 500 victimes en France. Et avant de pouvoir se jeter à l'eau, vous êtes déjà nombreux sur la route. Un vendredi classé orange au niveau national. Ce sera même rouge demain dans le sens des départs. Alors quand on se retrouve bloqué dans sa voiture, on se demande souvent comment peuvent se former ces embouteillages. Freinage trop brusque ou encore dépassement mal négocié. Le comportement de certains conducteurs est directement visé. Mathis Telescan et Daniel Lévy. À l'heure des grands départs en vacances, c'est toujours le même refrain. Pare-choc contre pare-choc. Sur la route du soleil, les embouteillages font partie du paysage. Quand on arrive dans les grandes villes et tout, entre les accidents et les embouteillages, on ne s'en sort pas. Le pire que j'ai eu, c'est resté 4 heures. 4 heures. Après, j'ai pas fait pire, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Bah ouais, il faut essayer de décaler, comme là ce que je fais. Je suis parti du jeudi, ça évite pas mal de monde. Des ralentissements de plusieurs kilomètres, en apparence inexplicables. Pourtant scrutés en temps réel. Dans ce centre de contrôle, près de Lyon, une centaine de caméras surveillent en permanence le trafic. Okay, vitesse, conduite, dépassement, tout est analysé. Une mine d'or pour cette chercheuse. Dans son viseur ce matin-là, des poids lourds.
Vous avez un poids lourd qui dépasse un poids lourd. Par exemple, un poids lourd qui est sur la voie de gauche, la voie rapide. Les véhicules qui sont derrière lui sont obligés de rouler à la vitesse du camion. Ils vont se resserrer et ça va créer un groupe de véhicules qui vont se suivre les uns derrière les autres à une vitesse plus faible et potentiellement créer un bouchon derrière. Autre source de ralentissement, les dépassements mal négociés. Ici, la voiture rouge dépasse, mais elle ralentit. Derrière elle, les autres automobilistes freinent. L'embouteillage se forme. Mais alors que faire pour éviter leur création? Intervenir dès les premiers signaux. Oui, je t'écoute, c'est Catherine. Ouais, 94, qu'est-ce qu'ils ont comme problème en fait? Ils sont en panne, je ne sais pas la panne. En plus de sa mission de dépannage et d'entretien des voies, ce centre de gestion tente de fluidifier le trafic. Ces techniciens ont le pouvoir en temps réel et en toute légalité d'abaisser la vitesse autorisée de 130 à 110 km/h. Car pour éviter les embouteillages, mieux vaut rouler lentement. À partir du moment où cette vitesse maximale abaissée va être activée, on va pouvoir observer un trafic plus fluide, moins heurté, moins de coups de frein, une meilleure répartition sur les deux voies, et donc on va retarder la formation des ralentissements. Fluidifier le trafic, c'est aussi la promesse des voitures autonomes. Pour le moment, uniquement des prototypes. Avec leur conduite, entièrement automatisée, elles réagissent au changement de vitesse des autres véhicules en freinant très progressivement. Plus d'à-coups, une meilleure gestion de la vitesse, elle pourrait bien signer la fin des traditionnels bouchons. Oui, avant de prendre la route, il y a certaines précautions à prendre. Bonjour Anthony Joly. Bonjour. On entend beaucoup de choses, on va essayer de balayer le vrai du faux avec vous. D'abord, première affirmation, je dois respecter des règles extrêmement strictes pour mettre les bagages sur le toit de ma voiture. C'est vrai, le code de la route est très clair sur ce point. À l'avant, aucun dépassement n'est autorisé. À l'arrière, le chargement d'un véhicule ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du véhicule. Quant à la largeur, elle ne doit pas dépasser 2,55 m. Alors, je sens qu'une petite question vous taraude, Jean-Baptiste. Est-ce que je peux emporter sur le toit de ma voiture une bouée en forme de licorne géante, comme l'a fait cet automobiliste dans le Var? Oui, carrément, gonflé. Oui. La réponse est non, parce que cette licorne était trop large. Les automobilistes en sens inverse étaient obligés de se déporter pour éviter de la toucher, c'est problématique. Mais une fois la licorne dégonflée, l'automobiliste a pu repartir après avoir payé quand même une amende de 45 €. Quand même, on dégonfle sa licorne avant de prendre la route. Absolument. Anthony, j'ai beaucoup de bagages à l'arrière de ma voiture et ça encombre un petit peu la lunette arrière. Je risque une amende, vrai ou faux? C'est faux. Le fait de ne pas avoir de visibilité à travers la lunette arrière n'est pas une infraction, à une condition, être équipé d'un rétroviseur extérieur droit. Aujourd'hui, la grande majorité des voitures en ont, mais ce n'est pas le cas pour certains vieux véhicules. Toutefois, les associations de prévention routière conseillent de dégager la lunette arrière pour une meilleure visibilité. C'est quand même mieux. Dernière affirmation, j'ai un petit creux sur le trajet. Est-ce que je peux manger un sandwich tout en conduisant? Là, c'est vrai. Rien dans le code de la route n'interdit de casser la croûte. Attention toutefois, un article permet de sanctionner un automobiliste qui n'est pas en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres. L'application de cet article relève de la libre interprétation des forces de l'ordre. Si elles estiment que manger entraîne un défaut de maîtrise du véhicule, l'amende est de 35 €. Quand même. Merci Anthony. Bon, il y a 50 ans, on imagine que Neil Armstrong et ses coéquipiers n'étaient pas vraiment en train de manger un sandwich au moment de se poser sur la Lune. C'est vrai qu'on a tous en tête l'image de ces astronautes sur le sol lunaire équipés de cette combinaison blanche. Cet équipement, ce n'est pas un simple vêtement de protection, c'est un petit vaisseau spatial à lui tout seul. La combinaison de Neil Armstrong est de nouveau exposée à Washington après des mois de restauration extrêmement minutieuse. Loïc Delamornay et Fabien Fougère. Derrière cette visière, des yeux ont pour la première fois de l'histoire de l'humanité contemplé un autre monde. Et sur ses jambes, des traces sombres de poussière marquent encore, 50 ans après, le premier contact d'un homme avec un sol non terrestre. À la veille de l'anniversaire de la mission Apollo 11, le vice-président Mike Pence est venu inaugurer la combinaison restaurée de Neil Armstrong au musée de l'air et de l'espace de Washington. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Et alors que je m'adresse à des générations d'Américains plus jeunes que moi, je me sens encore plus privilégié d'avoir assisté enfant à ce moment-là, dans le salon téléfamilial, et de voir en direct les images en noir et blanc un peu floues de cet instant incroyable. La combinaison n'était plus visible du public depuis 13 ans. Pour sa réintroduction au musée, les Américains ont fait la queue bien avant l'ouverture. C'est un morceau d'histoire, un trésor, un très grand exploit américain.
Car même si elle a été conçue pour résister à la plus extrême des missions, la combinaison de Neil Armstrong a mal vieilli. Ses tissus et ses joints en caoutchouc se désagrégeaient. Elle était stockée dans les sous-sols du musée. Après un appel aux dons, le musée a pu entreprendre une longue et minutieuse restauration. Et c'est cette femme, formée aux Beaux-Arts et devenue spécialiste des combinaisons spatiales, qui s'en est chargée. Quand des restaurateurs travaillent sur la chapelle Sixtine ou des archéologues sur les momies dans les tombes égyptiennes, pour nous c'est pareil. Ce n'est pas parce que c'est un objet plus récent que c'est différent. On a utilisé des produits chimiques pour stopper la dégradation, appliqué des enduits, réparé, mais on a gardé les traces de poussière de lune. Cette poussière de lune, très abrasive, ne fut qu'un des multiples défis rencontrés par les astronautes. L'intégralité des images permet d'ailleurs de voir que Neil Armstrong n'a d'abord touché le sol lunaire que quelques secondes avant de remonter sur l'échelle, vérifier que tout va bien, pour enfin redescendre et prononcer sa phrase historique. Face à l'inconnu, la NASA avait développé cette combinaison de 21 couches de nylon, de téflon, de fibres de verre et de nombreux autres tissus hors normes. Pour faire simple, la combinaison d'Apollo 11 qu'on appelle la A7 était en fait un petit vaisseau spatial humain. Bien sûr, elle fournissait de l'oxygène, mais elle protégeait des radiations du soleil, devait résister à des températures oscillant entre 120 degrés au soleil et moins 150 à l'ombre, résister aux impacts des particules de micrométéorites volant à 30 000 km/h. Donc derrière l'image symbole de la combinaison blanche d'Armstrong, il y a en fait une machine très complexe. Chef-d'œuvre technologique, cet habit du XXe siècle, couleur poussière de lune, est aujourd'hui protégé comme le sont les plus grands chefs-d'œuvre artistiques. Dans une vitrine à température constante et avec un système spécial qui fait circuler l'air entre ses couches. Les vraies bottes de Neil Armstrong, elles, sont restées sur la Lune pour alléger au maximum le vaisseau au retour. L'astronaute les a laissées dans la mer de la tranquillité. Et pour contempler les étoiles, mais depuis la Terre, vous pouvez confortablement vous installer dans votre salon de jardin. C'est l'un des objets incontournables de cet été. Table, fauteuil et canapé d'extérieur. On est bien loin des chaises en plastique blanche un peu vieillottes. La mode a beaucoup changé, y compris dans ce domaine. Et on peut même fabriquer soi-même son salon de jardin. Léopold Audebert et Audrey Payas s'y sont essayés. Depuis le début de l'été, quelque chose a changé dans le jardin de Cathy Powells. Alors, quand j'ai besoin d'avoir un peu plus de place, c'est tout simple. Je fais ça, je rabats. Elle a craqué pour un nouveau salon de jardin. Et j'ai 8 places. Ça, c'est super pratique. Ah ouais, c'est génial. Franchement, c'est en 2 minutes, 2 secondes, c'est fait. Fini son vieux salon de jardin. Une table et 6 chaises pour un total de 700 €. De quoi enrichir un jardin déjà bien rempli. Le jacuzzi, le salon de jardin, le barbecue, le parasol, la tonnelle, pour être bien dans le jardin. Voilà, c'est important. Comme elle, 7 Français sur 10 ont un jardin ou une terrasse. Alors ces salons ont la cote. Je trouve ça sympa l'été pour pouvoir boire un verre avec des amis ou quand il y a de la famille qui vient. C'est toujours mieux que d'être enfermé chez soi. Et chacun a ses préférences. Moi j'aime bien celui-ci justement, en effet tressé, j'adore. Je préfère le bois. Pourquoi ? Parce que je préfère la texture et le visuel. Dans ce magasin, il y en a pour tous les prix. De 69 € pour certains modèles, à près de 1300 pour d'autres. Jérôme Hélin, lui, a opté pour un modèle en plastique, imitation résine tressée. Un des avantages du Sorento, c'est que vous pouvez transformer le canapé 2 places en canapé 3 places. Oui, très bien. Voilà. La meilleure vente du moment. Il est à 150 €, c'est un prix correct. Ça reste un second salon, donc c'est pas le salon principal. Démarré au printemps, les ventes de salons de jardin sont très importantes pour l'enseigne. L'ensemble des salons de jardin vont représenter à peu près un quart, un cinquième de notre chiffre d'affaires durant la période estivale. Ce marché profite aussi à certains producteurs français spécialisés. Comme ici dans l'Ain, la matière première c'est l'acier, un métal à 98% recyclable, notamment venu de Lorraine.
Voici notre table assemblée. On part à peu près sur 400 000 chaises à l'année et 100 000 tables également à l'année. La touche finale, c'est la peinture. Une chaîne de poudre 100% recyclée et recyclable qui a fait la renommée de la société. C'est quand nous avons été capables d'inventer la couleur au jardin. À l'origine, c'était ou tout blanc ou tout vert. Et aujourd'hui, on offre 23 couleurs différentes. Donc on rentre dans le domaine de la mode, de la décoration. Avec son design bleu-blanc-rouge, l'entreprise séduit même 45 pays à travers le monde. Les salons de jardin dans le commerce, il y en a énormément. Mais pour ceux qui voudraient vraiment une pièce unique, il y a des lieux aujourd'hui comme cet atelier dans lequel on peut fabriquer des objets et en plus pour pas grand-chose. Suivez-moi. Direction le cours de bricolage avec notre professeur ébéniste. Notre matière première est gratuite, des palettes en bois récupérées dans des magasins. Vous appuyez sur la gâchette Ouais. à fond. Ah oui, faut pas lâcher. Et voilà. Elles sont démontées et les planches sont découpées avant d'être assemblées sous forme de cubes. Après 3 heures de travail, un salon de jardin est né. Hop là. Alors, vous êtes satisfait? En fait, c'est assez impressionnant quand on sait que ça part d'une palette Ouais. classique, pas très jolie. Buvons un café. Un meuble tout en un, à la fois table, chaise et coffre. Une création écolo pour que votre salon ne ressemble à aucun autre. Encore faut-il être un petit peu bricoleur. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal météo. Chloé Nabédian. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Passez un très bel après-midi sur France 2. Lundi, c'est Estelle Collin qui vous accompagnera.